L'air de l'auditorium de l'école vibrait d'une excitation presque palpable, un mélange de fierté parentale anticipée, de parfums bon marché et du brouhaha joyeux des enfants en coulisses. Les sièges de velours rouge râpé se remplissaient rapidement, chaque famille cherchant la meilleure vue possible sur la scène modestement décorée. Pour la plupart, c'était une soirée de célébration légère, un rite de passage annuel. Pour moi, Élise, c'était l'entrée dans l'arène, et la boule glacée qui se formait dans mon estomac n'avait rien à voir avec l'anticipation joyeuse. À ma droite, ma belle-mère, Bernadette, ajustait son châle coûteux avec un air d'ennui suprême, ses lèvres fines pincées en signe de désapprobation préventive. À côté d'elle, ma belle-sœur et mon beau-frère échangeaient déjà des regards entendus. Mon mari, Marc, était assis de l'autre côté de notre fille, Chloé, formant une sorte de tampon involontaire. Mais je savais que ce tampon était poreux, inefficace contre les ondes de mépris qui émanaient déjà du clan Dubois. Chloé gigotait sur son siège, ses mains triturant le programme du spectacle. Elle avait 10 ans, l'âge où l'on est encore assez petit pour chercher la réassurance dans le regard de ses parents, mais déjà assez grand pour sentir le poids du jugement. Je lui souris, essayant d'y mettre toute la chaleur et la confiance que je ne ressentais pas. « Tout va bien se passer, ma chérie », murmurai-je, ma voix se voulant plus assurée qu'elle ne l'était. C'est alors que j'entendis le sifflement venimeux, juste assez fort pour que je l'attrape au vol. Bernadette, penchée vers sa fille, « Regarde-la, cette petite, si gauche. Quelle fille stupide et idiote. Elle va encore se ridiculiser devant tout le monde, comme toujours. » Un petit rire sec et complice de ma belle-sœur suivit. Mes ongles s'enfoncèrent douloureusement dans mes paumes. Une colère sourde, ancienne, familière, monta en moi, brûlante et impuissante. C'était toujours la même rengaine. Depuis des années, Chloé était leur cible favorite, l'incarnation de tout ce qu'ils estimaient inférieur chez moi, sa mère, celle qui n'était pas de leur monde. Le souvenir acide de l'anniversaire de tante Sylvie, 2 ans plus tôt, me revint avec une clarté brutale. Chloé, si fière de son dessin, l'avait tendu à sa grand-mère qui l'avait à peine regardé, lâchant un « c'est naïf. Tu ferais mieux de te concentrer sur tes notes, elles en ont bien besoin. » Chloé avait rougi jusqu'aux oreilles, ses yeux s'emplissant de larmes silencieuses qu'elle avait bravement retenues. Et Marc? Marc avait détourné le regard, murmurant quelque chose d'inaudible sur le fait que sa mère était « franche ». Je cherchais son regard maintenant, dans la pénombre de l'auditorium. Il fixait la scène, les mâchoires serrées, l'air profondément mal à l'aise, mais silencieux. Toujours silencieux. Son incapacité à défendre sa propre fille face à sa famille créait entre nous un fossé que je craignais de plus en plus infranchissable. Ce silence était une trahison quotidienne, une blessure qui ne cicatrisait jamais. Les premiers numéros s'enchaînèrent, une chorale un peu fausse mais enthousiaste, un groupe de petits danseurs déguisés en abeilles, un duo de flûtistes hésitants. À chaque fois, un commentaire acerbe de Bernadette ou un soupir exagéré de mon beau-frère venait polluer l'air autour de nous. Il ne se gênait même plus pour baisser la voix. Chloé se ratatinait un peu plus sur son siège à chaque pic, et mon cœur se serrait pour elle. Comment pouvais-je lui demander d'avoir confiance en elle quand sa propre famille la démolissait systématiquement? Puis, la présentatrice, une enseignante au sourire énergique, revint au micro. Et maintenant, pour un moment un peu différent, accueillons une jeune élève qui va partager quelque chose de très personnel avec nous. Applaudissons bien fort. Chloé Dubois. Mon souffle se bloqua dans ma poitrine. Le cœur de Chloé devait battre aussi fort que le mien. Elle se leva lentement. Je lui pressai brièvement l'épaule. « Vas-y, mon ange », lui glissai-je à l'oreille. Elle me jeta un regard rapide, un mélange de terreur et d'une lueur étrange, presque défiante, que je ne lui connaissais pas. Elle monta les quelques marches menant à la scène, une petite silhouette sous les projecteurs aveuglants. Elle semblait si fragile, si exposée. Les murmures et les sourires narquois de ma belle famille redoublèrent d'intensité derrière moi. Ils attendaient la catastrophe, savouraient d'avance l'humiliation. Chloé traversa la scène, s'arrêta au centre, face au micro. Elle prit une profonde inspiration, ses petites mains tenant fermement ce qui ressemblait à un carnet. Le silence se fit dans la salle, un silence lourd d'attente. Que diable allait-elle faire? Mon angoisse était à son comble,
mais en croisant son regard une fraction de seconde, j'y vis autre chose que de la peur, une flamme vacillante, une détermination farouche qui semblait viser bien au-delà de cette simple scène d'école. Le silence dans l'auditorium s'épaissit, devint presque solide. Tous les regards étaient fixés sur la petite silhouette de Chloé, immobile au centre de la scène. Ma belle famille, à mes côtés, retenait son souffle, non par anticipation positive, mais par l'attente quasi certaine d'un fiasco. Je vis le coin de la lèvre de Bernadette tressaillir, retenant un sourire condescendant. Le programme n'indiquait qu'un vague « présentation spéciale » à côté du nom de Chloé. Personne ne savait à quoi s'attendre, mais pour les Dubois, l'issue ne faisait aucun doute, ce serait gênant. Alors Chloé fit un geste qui dérouta tout le monde. Lentement, délibérément, elle ouvrit le petit carnet qu'elle tenait serré dans ses mains. Ce n'était pas un recueil de poésie de l'école, ni une partition. C'était un simple cahier à spirale, usé au coin, le genre de carnet intime où l'on confie ses secrets. Un murmure perplexe parcourut les premiers rangs. Que faisait-elle? Elle leva les yeux, balaya la salle d'un regard étonnamment calme, puis les baissa sur sa page. Sa première phrase fut à peine audible, un filet de voix tremblant, chargé d'une nervosité qui me tordit le cœur. On dit que les mots sont comme des graines, commença-t-elle, sa voix accrochant sur certaines syllabes. Certains deviennent des fleurs, qui sentent bon et qu'on aime regarder. D'autres sont comme des orties. Elles piquent quand on les touche, elles font mal sans raison. Elle fit une pause, prit une inspiration plus profonde. Je pouvais voir ses doigts crispés sur le carnet. À côté de moi, Bernadette échangea un regard exaspéré avec son mari. Philosophe à 10 ans, quelle prétention, semblait dire ce regard. Mais Chloé reprit, et quelque chose avait changé. Sa voix, toujours douce, avait perdu son tremblement. Elle trouva une résonance inattendue dans le silence devenu attentif de la salle. Mais on oublie, continua-t-elle, plus assurée, que même les orties ont leur place. Elles poussent là où les autres fleurs ne veulent pas aller. Elles sont fortes, elles survivent. Et parfois, elles protègent des choses fragiles qui se cachent derrière elles. Je sentis les larmes me monter aux yeux. Ce n'était pas un texte appris par cœur, c'était elle, sa pensée, sa sensibilité unique. Je risquai un coup d'œil vers Marc. Il avait les sourcils froncés, une expression d'intense concentration sur le visage, comme s'il entendait vraiment sa fille pour la première fois. Chloé poursuivit, tournant une page de son carnet. On juge souvent l'arbre à son écorce tordue, ou à ses branches qui ne montent pas droit vers le ciel. On dit qu'il n'est pas aussi beau que les autres, qu'il ne donnera jamais de bons fruits. On ne voit pas la force des racines cachées sous la terre, celles qui puisent l'eau que les autres ne trouvent pas, celles qui tiennent bon quand le vent souffle trop fort. Sa voix était stable maintenant, claire et pleine d'une conviction tranquille. Elle ne jouait pas la comédie, elle partageait une vérité intime. Le public était captivé. Plus un bruit, plus une toux. Les visages autour de moi exprimaient la surprise, l'intérêt, l'émotion. Les murmures dans l'ombre peuvent sembler petits, dit-elle alors, et son regard sembla glisser une fraction de seconde vers notre rangée, mais ils creusent de profondes vallées dans un cœur jeune. Ils construisent des murs invisibles, plus hauts que ceux de pierre. Mais même derrière ces murs, une petite lumière peut continuer de briller. Il suffit parfois d'une seule voix, juste une, qui dit « Je te vois » pour que le mur commence à trembler. Je ne pouvais plus retenir mes larmes. Elles coulaient silencieusement sur mes joues, mais ce n'étaient plus des larmes d'angoisse ou de colère. C'était un raz-de-marée de fierté, de soulagement, d'un amour si intense qu'il menaçait de me submerger. Ma petite Chloé, si souvent sous-estimée, moquée pour ses difficultés à suivre le rythme scolaire classique, venait de livrer une leçon de sagesse et de courage devant des centaines de personnes. Le rictus de Bernadette s'était complètement figé. Ses yeux fixaient Chloé avec une incrédulité presque comique, si la situation n'avait pas été si chargée d'émotions. Son visage habituellement si maître de lui trahissait un désarroi total. Les autres membres de la famille semblaient soudain très intéressés par leurs chaussures ou par les motifs du plafond. Le malaise était palpable. Ils avaient attendu une humiliation, ils recevaient une révélation. La fille stupide et idiote venait de leur montrer une intelligence émotionnelle et une profondeur qu'ils étaient incapables de soupçonner, et encore moins d'égaler. Chloé lut une dernière phrase,
sa voix portant jusqu'au fond de la salle. Alors, avant de juger la graine ou l'arbre, écoutons le silence. Parfois, c'est là que pousse la plus belle musique. Elle referma doucement son carnet. Un silence dense, vibrant, plana pendant une seconde interminable. Puis, il fut crevé par une vague d'applaudissements. Pas les applaudissements polis et clairsemés pour un enfant mignon récitant une fable. Non, c'était quelque chose de plus profond, de plus chaleureux. Des bravos fusèrent. Des gens se levaient. C'était un hommage sincère à l'authenticité, à la vulnérabilité et à la force tranquille qu'elle venait de partager. Chloé esquissa un petit sourire timide, presque surpris par l'ampleur de la réaction. Elle fit une légère révérence, digne et simple, puis tourna les talons et quitta la scène aussi tranquillement qu'elle y était entrée, laissant derrière elle un public ému et une famille réduite à un silence stupéfait et profondément inconfortable. Mon cœur débordait. Quoi qu'il arrive ensuite, ce soir, Chloé avait trouvé sa voie. Et elle était magnifique. À peine Chloé avait-elle disparu dans les coulisses animées que je me précipitai vers elle, fendant la petite foule d'enfants costumés et de parents fébriles. Je la trouvai près d'un portant de vêtements, son petit carnet serré contre sa poitrine comme un bouclier. Ses yeux brillèrent en me voyant, mais une fatigue soudaine semblait l'avoir envahie. « Oh, ma chérie !» la serrai-je fort contre moi, respirant l'odeur de son shampoing à la pomme. « Tu as été incroyable. Tellement courageuse. Je suis si fière de toi. » Ma voix était étranglée par l'émotion. Elle enfouit son visage dans mon cou, un petit soupir s'échappant de ses lèvres. C'était un soupir de soulagement, de tension relâchée après l'épreuve. Son enseignante s'approcha, les yeux pétillants. « Élise, c'était absolument magnifique. Chloé nous a tous bouleversés. Quelle profondeur, quelle maturité. » D'autres parents nous adressèrent des sourires chaleureux, des hochements de tête approbateurs. Pendant un instant fugace, je me sentis flotter sur un nuage de validation et de fierté maternelle. Mais le nuage se dissipa bien vite à l'approche du contingent du bois. Bernadette menait la charge, son visage fermé ayant retrouvé une façade de contrôle glacial. Marc suivait, l'air tiraillé, tandis que les autres membres de la famille traînaient les pieds, visiblement mal à l'aise après la tournure inattendue des événements. « Ah, te voilà, Chloé !» lança Bernadette d'un ton faussement léger qui ne trompa personne. « C'était intéressant, ce que tu as fait. Un peu mélodramatique peut-être pour ton âge, non ?» Elle ne s'adressait pas vraiment à Chloé, mais plutôt à moi, par-dessus la tête de ma fille. Je sentis la colère, que j'avais réussi à contenir pendant la performance, remonter comme une bile amère. Mais la force tranquille de Chloé sur scène m'avait transmis quelque chose, une nouvelle résolution. Je me redressai, gardant un bras protecteur autour des épaules de ma fille. « Ce n'était pas mélodramatique, Bernadette, » répondis-je d'une voix calme mais ferme, qui surprit même mes propres oreilles. C'était vrai. Et c'était courageux. « Enfin, Élise, n'en faisons pas tout un drame, » rétorqua-t-elle, agitant une main baguée avec impatience. C'était une récitation, un peu originale certes, mais une récitation. Il ne faut pas exagérer l'importance de tout ça. Exagérer, répétai-je, sentant mes joues s'empourprer. Le seul drame ici, Bernadette, c'est votre attitude. Votre méchanceté constante envers elle. Les mots que vous avez utilisés ce soir, juste avant qu'elle monte sur scène. Stupide, idiote. Vous croyez qu'elle ne les entend pas? Qu'il ne la blesse pas profondément depuis des années? Ma voix avait monté d'un cran, attirant l'attention de quelques personnes autour de nous. Bernadette parut scandalisée. Comment oses-tu? Je ne suis pas méchante, je suis réaliste. Cet enfant est dans sa bulle, il faut bien que quelqu'un lui dise la vérité. Tu es trop sensible, Élise, et tu la couves jusqu'à l'étouffer. Ma mère a raison, intervint ma belle-sœur, prenant courage. Tu prends toujours tout de travers. On ne veut pas être méchant, mais Chloé est différente. Différente, oui, confirmai-je, mon regard lançant des éclairs. Elle est différente parce qu'elle est plus intelligente et plus sensible que vous ne le serez jamais. Ce que vous prenez pour de la stupidité, c'est une profondeur que vous ne comprenez même pas. La tension était électrique. Tous les regards se tournèrent vers Marc, l'arbitre silencieux de ces joutes familiales depuis bien trop longtemps.
Il se racla la gorge, passant une main nerveuse dans ses cheveux. Écoutez, tout le monde. Commença-t-il, sa voix manquant cruellement d'autorité. Chloé a montré quelque chose d'important ce soir. Elle a été très courageuse, maman. Mais Élise, ce n'est peut-être pas le moment ni l'endroit pour. Sa voix s'éteignit sous le regard glacial que lui lança Bernadette. Il baissa les yeux. Mon cœur sombra. Encore une fois. Le courage exceptionnel de notre fille ne l'avait pas transformé. Il était resté le même Marc, incapable de tenir tête à sa mère, cherchant une impossible neutralité qui n'était qu'une forme de lâcheté. Notre regard se croisa, et il y lut toute ma déception, toute mon amertume accumulée. Viens, Chloé, dis-je sèchement, en prenant ma fille par la main. On rentre à la maison. Je nous frayai un chemin hors des coulisses, laissant derrière moi une famille figée et un mari déchiré mais inefficace. Dans la voiture, le silence pesait comme une chape de plomb. Chloé, épuisée par l'émotion, s'était endormie presque immédiatement sur la banquette arrière, sa respiration régulière seul bruit brisant la tension palpable entre Marc et moi. Il conduisait, les mains crispées sur le volant, le regard fixé sur la route. Je regardais le défilé des lumières de la ville par la fenêtre, sentant un mélange de tristesse et de rage froide m'envahir. La victoire de Chloé était immense, mais elle avait aussi mis en lumière la fracture béante au cœur de notre propre famille, de notre propre couple. Une fois arrivé, Marc porta Chloé endormie jusqu'à sa chambre. Je l'abordai, déposant un baiser sur son front apaisé. Sa force tranquille était mon unique réconfort ce soir. Quand je sortis de sa chambre, je trouvai Marc qui m'attendait dans le couloir faiblement éclairé. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Les non-dits, les reproches accumulés, les déceptions répétées flottaient entre nous, toxiques et suffocants. Le silence entre nous était plus lourd, plus chargé de conséquences, que tous les mots criés plus tôt dans les coulisses de l'école. La tempête était passée, mais elle laissait derrière elle un paysage dévasté et un avenir incertain. Les jours qui suivirent le spectacle furent étranges, empreints d'une tension sourde à la maison. Marc et moi échangions le strict minimum, nos conversations flottant à la surface, évitant soigneusement les profondeurs douloureuses révélées ce soir-là. Il y avait entre nous un abîme de non-dits, et la performance de Chloé, loin de le combler, semblait l'avoir rendu plus vertigineux. Ma déception face à son manque de soutien était une présence constante, froide et lourde. Lui semblait perdu, oscillant entre une culpabilité muette et une forme de ressentiment face à ma propre colère silencieuse. Mais au milieu de ce climat glacial, une bulle de chaleur persistait, celle qui m'unissait à Chloé. Elle semblait transformée depuis ce soir-là. Moins hésitante, un éclat nouveau dans le regard. Un après-midi, alors que nous dessinions côte à côte dans le calme de sa chambre baignée de soleil, elle leva les yeux de sa feuille. « Maman, dit-elle doucement, les gens ont vraiment aimé ce que j'ai écrit ? » « Ils ont adoré, ma chérie, répondis-je, posant mon crayon. Parce que c'était vrai. C'était toi. Tu leur as montré une partie de ton jardin secret. » Elle sourit timidement. « Le jardin avec les orties ? » « Oui, ris-je doucement. Même les orties. Tu sais, cette façon que tu as de voir les choses, de remarquer les petits détails que personne d'autre ne voit, de comprendre les sentiments des gens même quand ils ne disent rien. C'est ça, ton super pouvoir. C'est ça qui rend tes mots si forts. » Je pris sa main. Le moment était venu, je le sentais, de remettre des mots sur ce que nous savions toutes les deux, mais que j'avais gardé confiné dans notre cercle intime, loin des oreilles jugeantes. Ton cerveau, mon cœur, continuai-je en la regardant dans les yeux, il est comme un jardin extraordinaire, plein de fleurs rares et de chemins inattendus. Il ne fonctionne pas exactement comme celui de tout le monde. Parfois, les bruits sont trop forts, les lumières trop vives, ou les mots des autres semblent compliqués, pas parce que tu es stupide, jamais. Mais parce que tu penses différemment. Plus profondément. Tu vois des connexions invisibles pour les autres. C'est ça qui te rend si unique, si précieuse. Ce que tu as écrit, ça vient de là. Je revis brièvement le visage bienveillant mais sérieux du docteur Martin, 2 ans plus tôt, me parlant de particularités du spectre autistique, de pensée en arborescence, des hypersensibilités sensorielles. Des mots cliniques pour décrire la richesse et la complexité de ma fille. À l'époque, ces mots m'avaient effrayé,
non pas pour ce qu'il signifiait pour Chloé, mais pour la façon dont il serait tordu, mal interprété, utilisé comme des armes par Bernadette et les autres. Le souvenir fugace d'une remarque de ma belle-mère sur un cousin éloigné, un peu bizarre, me glaça le sang. Non, je ne leur donnerai pas ce bâton pour la battre. Je voulais te protéger, Chloé, murmurai-je, caressant sa joue. Pas de qui tu es car tu es parfaite mais de leurs étiquettes, de leur jugement facile. Je voulais que tu découvres tes forces par toi-même, à ton rythme. Et regarde ce que tu as fait. Tu as trouvé ta propre voie, et elle est magnifique. Chloé hocha la tête, une lueur de compréhension dans ses yeux. C'est pour ça que mamie et les autres, ils ne comprennent pas? Non, ma chérie. Ils ne comprennent pas. Ils ne voient que ce qui est différent de leurs attentes rigides, et ça leur fait peur, ou alors ils s'en moquent. Mais ce n'est pas ton problème, c'est le leur. Ce soir-là, après que Chloé se fut endormie, paisible après notre conversation, je décidai qu'il était temps d'affronter Marc. Je le trouvai dans le salon, regardant la télévision sans la voir. J'éteignis l'écran. Il sursauta. « Marc, il faut qu'on parle. » Vraiment. Il se détourna, mal à l'aise. « Élise, je suis désolée pour l'autre soir. » Ce n'est pas suffisant, Marc. Ce n'est plus suffisant. Tu dois comprendre pourquoi leur attitude est si destructrice pour Chloé. Je pris une grande inspiration. Ce n'est pas juste qu'elle est différente ou gauche, comme ils disent. Chloé a une façon unique de percevoir le monde. Elle est probablement sur ce qu'on appelle le spectre autistique, en version haute performance. Cela signifie une intelligence vive, une sensibilité incroyable, mais aussi des difficultés avec certaines interactions sociales, une anxiété face à l'imprévu, une vulnérabilité extrême à la critique et au rejet. Ce que tu as vu sur scène, cette profondeur, c'est elle. Mais la cruauté de ta famille, leur moquerie constante sur son intelligence, ça la touche au cœur même de ce qui la rend spéciale et fragile à la fois. Je scrutais son visage. Il était pâle, ses yeux écarquillés. Le spectre autistique, répéta-t-il, comme s'il n'avait jamais vraiment entendu ces mots auparavant, même si j'avais déjà tenté d'aborder ces particularités avec lui. Mais, pourquoi tu ne m'as jamais parlé, si clairement? Tu pensais que je n'aurais pas compris? Que j'aurais couru le dire à ma mère? Sa voix trahissait un mélange de choc, de blessure, peut-être, d'une culpabilité naissante. J'avais peur, Marc, avouai-je, la voix basse. Peur de leur jugement, peur qu'ils utilisent ça contre elle. Et, peur que tu ne la défendes pas. Ce qui s'est passé l'autre soir, ça m'a montré que ma peur n'était pas infondée. Il détourna le regard, incapable de soutenir le mien. Le silence retomba, mais il était différent. Moins hostile, plus chargé d'une vérité complexe et douloureuse. Avais-je ouvert une brèche ou creusé davantage le fossé? Je l'ignorais. Les couleurs cachées de Chloé étaient enfin révélées, du moins entre les murs de notre maison. Elle brillait d'une lumière nouvelle, expliquant tant de choses, illuminant sa force insoupçonnée. Mais leur éclat fragile suffirait-il à repousser l'ombre persistante et jugeante de la famille Dubois? Et Marc serait-il capable de choisir enfin de quel côté de la lumière il voulait se tenir? La question restait en suspens, vibrante et incertaine. Le dimanche suivant, le spectacle arriva trop vite, porteur de la promesse redoutée du déjeuner hebdomadaire chez mes beaux-parents. Depuis notre conversation tendue quelques jours plus tôt, Marc était plus attentionné envers Chloé, lui posant des questions sur ses dessins, s'intéressant à ses observations pointues sur le monde qui l'entourait. Il semblait essayer, maladroitement, de comprendre les couleurs cachées que je lui avais révélées. Mais la perspective d'affronter sa mère le paralysait toujours visiblement. L'air dans notre appartement était chargé d'une électricité statique, l'attente d'une confrontation inévitable. Alors que nous nous préparions à partir, je m'arrêtai devant la porte, me tournant vers lui. Mon cœur battait fort, mais ma résolution était ferme. La force tranquille de Chloé m'avait insufflé un courage nouveau. « Marc, dis-je d'une voix posée mais sans appel. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus exposer Chloé à leur mépris constant. Aujourd'hui, c'est le jour du choix. » Il me regarda, les yeux inquiets. « Soit ta mère et les autres reconnaissent enfin le mal qu'ils font,
comprennent que Chloé n'est pas stupide, mais différente et précieuse, et lui présentent des excuses sincères, soit Chloé et moi ne remettrons plus les pieds dans cette maison tant que rien n'aura changé. Je marquai une pause, le regardant droit dans les yeux. La décision t'appartient, Marc. Tu choisis de défendre ta femme et ta fille, ou tu choisis de maintenir une paix toxique avec ta famille d'origine. Mais tu dois choisir. Son visage se crispa. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Finalement, il hocha la tête, l'air misérable mais comprenant que la ligne avait été franchie. Je comprends, Élise. L'arrivée chez les Dubois fut glaciale. Les sourires étaient forcés, les conversations hachées. Bernadette nous gratifia d'un accueil théâtralement normal, comme si l'incident de l'école et la confrontation qui avait suivi n'avaient jamais eu lieu. C'était sa tactique, nier, ignorer, jusqu'à ce que le problème disparaisse. Mais aujourd'hui, je n'allais pas la laisser faire. Chloé, consciente de la tension, restait collée à moi, silencieuse et observatrice. Le repas fut une épreuve. Chaque bouchée semblait difficile à avaler. Les banalités échangées sonnaient faux. Bernadette tenta à plusieurs reprises d'attirer Chloé dans une conversation, lui posant des questions sur l'école d'un ton faussement enjoué qui ne masquait pas le jugement sous-jacent. Chloé répondait par monosyllabes, se réfugiant dans son assiette. Ce fut au moment du dessert que l'inévitable se produisit. Ma belle-sœur, hardie par le silence et peut-être par quelques verres de vin, lança à la cantonade. « Alors, Chloé, tu nous prépares une autre petite performance, pour bientôt ? Fais attention de ne pas devenir trop cérébral. Les garçons n'aiment pas ça. » Un petit rire gras de son mari accompagna la remarque. C'en était trop. Je posai ma fourchette. Ça suffit, dis-je calmement, mais ma voix porta dans le silence soudain. Tous les regards se tournèrent vers moi. Nous ne sommes pas venus ici pour que Chloé subisse encore vos remarques désobligeantes et vos stéréotypes idiots. Bernadette se redressa sur sa chaise, les joues rouges. Élise. Comment oses-tu nous parler sur ce ton dans notre propre maison ? J'ose, Bernadette, répliquai-je, ma voix gagnant en force. J'ose parce que c'est de ma fille qu'il s'agit. Ce que vous lui faites subir depuis des années, ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la cruauté déguisée. Sa performance à l'école n'était pas mélodramatique ou prétentieuse, c'était un acte de courage immense face à des gens qui n'ont cessé de la rabaisser. Et nous attendons des excuses. Des excuses ? Explosa Bernadette, se levant à moitié. Mais de quoi ? D'avoir essayé de l'éduquer ? De lui montrer la vraie vie ? C'est toi, Élise, qui la monte contre nous avec tes idées modernes et ta sensiblerie. Marc, dis quelque chose à ta femme. Le moment suspendu. Tous les regards convergèrent vers Marc, piégé au centre de la tempête. Il était pâle, visiblement en proie à une lutte intérieure intense. Il regarda sa mère, dont le visage était déformé par la fureur, puis moi, mon expression déterminée ne faiblissant pas, et enfin Chloé, qui le fixait avec une gravité silencieuse qui semblait lui transpercer le cœur. Sa respiration était saccadée. On aurait pu entendre une mouche voler. « Maman » commença-t-il, sa voix rauque. Il déglutit. « Maman, ça suffit. » Un hoquet de surprise échappa à Bernadette. Marc continua, gagnant une force inattendue, même si ses mains tremblaient légèrement. « Ce que vous faites, ce que vous dites à Chloé, depuis toujours, ce n'est pas juste. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'éducation. C'est blessant. Élise a raison. » Il prit une profonde inspiration. Chloé est notre fille. Elle est intelligente, elle est sensible, elle est incroyable. Si vous ne pouvez pas la respecter, si vous ne pouvez pas lui montrer de la gentillesse, alors nous. Il hésita, le mot semblant lui coûter un effort surhumain. Alors nous ne viendrons plus. Le silence qui suivit fut assourdissant. Bernadette le fixa, bouche bée, l'incrédulité puis une rage froide montant dans ses yeux. Mon beau-frère et ma belle-sœur étaient pétrifiés. Dans ce chaos silencieux, un regard rapide de Claire, la sœur cadette de Marc, habituellement si discrète, croisa le mien. Un éclair de soutien, de compréhension muette, une minuscule fissure dans le mur de l'hostilité familiale, avant qu'elle ne baisse les yeux, effrayée par sa propre audace. Alors pars,
hurla finalement Bernadette, pointant un doigt tremblant vers la porte. Pars avec cette femme qui t'a retourné le cerveau et ta fille ici spéciale. Ne remets plus jamais les pieds ici. Sans un mot de plus, je me levai et pris Chloé par la main. Marc, le visage fermé mais résolu, se leva aussi et nous suivit, nous guidant vers la sortie sous les regards médusés et hostiles de sa famille. Personne ne tenta de nous retenir. La porte d'entrée de la maison de mes beaux-parents se referma derrière nous, claquant comme un coup de tonnerre dans le silence du dimanche après-midi. Nous restâmes un instant immobiles sur le trottoir, le soleil printanier semblant étrangement brillant. C'était peut-être la fin d'une ère, la rupture douloureuse mais nécessaire avec un passé toxique. C'était sans doute le début d'une autre ère, incertaine, semée d'embûches, mais où nous étions, enfin, résolument, tous les trois. Marc prit ma main libre, et pour la première fois depuis longtemps, son geste me parut solide, ancré. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce dimanche après-midi où la porte de la maison du bois s'était refermée sur notre départ. 6 mois qui avaient vu l'hiver céder la place à un printemps timide, puis à la douce langueur de l'été finissant. Assise près de la fenêtre ouverte de notre salon, je regardais les feuilles commencer à peine à se teinter d'or. Une brise légère apportait l'odeur de l'herbe coupée du parc voisin. Dans le fauteuil en face, Chloé lisait, absorbée, ses pieds repliés sous elle, l'air parfaitement sereine. Dans la cuisine, j'entendais Marc préparer le dîner en fredonnant un air de jazz. Une scène d'une banalité confondante, et pourtant, elle me remplissait d'une gratitude immense. Je respirais. Simplement, profondément, sans cette boule d'angoisse qui avait si longtemps élu domicile dans mon estomac. La rupture avec la famille de Marc avait été nette, douloureuse au début, mais libératrice. Les premières semaines avaient été tendues. Marc avait dû affronter les appels furieux de sa mère, les tentatives de culpabilisation de sa sœur aînée. Mais il avait tenu bon. Pour la première fois, il avait mis sa propre famille Chloé et moi au premier plan, sans vaciller. Sa transformation n'avait pas été instantanée, mais progressive, nourrie par nos conversations, par la confiance retrouvée de Chloé, et sans doute par le soulagement immense de ne plus avoir à jouer un rôle impossible. Il apprenait à connaître sa fille différemment, s'émerveillant de ses raisonnements vifs, de sa logique implacable, de son humour décalé. Leur complicité était devenue évidente, tendre et joyeuse. Chloé, quant à elle, s'était épanouie. Libérée du poids constant du jugement familial, elle avait gagné une assurance nouvelle. Son enseignante nous avait confirmé qu'elle participait davantage, posait des questions pertinentes, partageait ses idées sans crainte. Sur ma suggestion, elle avait rejoint un petit atelier d'écriture extrascolaire. Là, ces « histoires d'ortie », comme elle les appelait en riant, trouvaient un écho inattendu. La responsable de l'atelier m'avait appelé, émue, me disant que Chloé avait un talent rare pour exprimer des émotions complexes avec des mots simples et justes. Récemment, l'atelier avait été invité à lire quelques textes lors d'un petit événement à la bibliothèque municipale. Chloé avait lu un nouveau texte, non sans trac, mais sa voix claire avait porté, captivant l'audience modeste mais attentive. La voir recevoir des applaudissements sincères, non plus par surprise, mais par reconnaissance de son talent, avait été l'un des plus beaux moments de ma vie. Quant à moi, j'avais l'impression d'avoir retrouvé des couleurs. La colère sourde avait laissé place à une paix intérieure nouvelle. J'avais repris contact avec de vieilles amies, négligées pendant des années par manque d'énergie et à cause du malaise que suscitait ma situation familiale. J'avais même ressorti mes vieux pinceaux, recommençant à peindre, juste pour le plaisir, dans un coin du salon. Marc m'encourageait, admirant mes toiles avec un intérêt sincère qui me touchait. Notre relation se reconstruisait sur des bases plus saines, faites de communication, de respect mutuel et d'un amour approfondi par l'épreuve traversée ensemble. Et les Dubois ? Claire, la sœur cadette de Marc, nous appelait de temps en temps, agissant comme un pont fragile et discret. Elle nous donnait des nouvelles, laconiques. Bernadette était seule. Enfermée dans son amertume, campant sur ses positions, incapable de comprendre ou de reconnaître ses torts. L'isolement semblait être la conséquence naturelle de sa rigidité. Le reste de la famille suivait sa ligne, par peur ou par conviction. Pour l'anniversaire de Chloé, quelques semaines plus tôt, une carte était arrivée. Pas de mots doux, pas de repentir. Juste « Bon anniversaire, Chloé »,
Signé Bernadette Dubois. Pas de critique déguisée, pas de pique. C'était infime, presque dérisoire. Mais c'était différent. Un caillou minuscule jeté dans l'océan de son ressentiment habituel. Nous l'avions noté, Marc et moi, sans en faire tout un plat. Les portes n'étaient pas rouvertes, mais la haine semblait avoir, peut-être, cédé un peu de terrain à une forme de constat distant. La paix que nous avions trouvée ne dépendait plus de leur changement, mais de notre capacité à maintenir nos limites. Chloé leva les yeux de son livre, son regard lumineux croisant le mien par-dessus les pages. Un sourire entendu passa entre nous, silencieux, complice. Un lien unique, indestructible, tissé au fil des batailles menées ensemble, des larmes versées en secret, des peurs surmontées et des victoires remportées loin des regards. Elle se leva, vint se blottir contre moi sur le canapé, posant sa tête sur mon épaule. Je fermai les yeux, savourant cet instant de bonheur simple et parfait. La vie n'était pas devenue un conte de fées. Les cicatrices du passé restaient là, sous la surface, témoins silencieux des blessures anciennes. Mais elles ne me faisaient plus mal. Elles faisaient partie de notre histoire, la preuve tangible de notre incroyable résilience. J'avais compris que trouver sa voix, ce n'était pas seulement apprendre à crier plus fort pour se faire entendre des autres, c'était avant tout apprendre à écouter la musique unique et précieuse qui joue au plus profond de soi, même quand elle ressemble au murmure du vent dans les herbes folles que certains méprisent. Le véritable courage, ce n'était pas d'être invulnérable, mais d'oser être soi-même, avec ses forces et ses fragilités, dans un monde qui pousse si souvent à l'uniformité. C'était d'apprendre à délimiter son propre jardin secret, d'en arracher les mauvaises herbes du doute et de la peur semée par d'autres, et d'y cultiver avec patience l'amour, le respect et l'acceptation de soi. Le bonheur véritable, réalisai-je enfin, n'était pas l'absence de tempête ou la réconciliation universelle, mais la certitude profonde d'avoir construit un abri solide, un foyer bâti sur la vérité, l'amour et le respect mutuel. Un endroit où Chloé, Marc et moi pouvions être nous-mêmes, ensemble. Brique par brique. Mot par mot. Et cet abri-là, je le savais, résisterait à tous les vents contraires. Notre nouveau départ était là, vibrant de promesses silencieuses, sous la douce lumière d'un après-midi d'automne ordinaire et magnifique.